Bienvenue au pays de la démesure. Ici, chaque avion coûte au bas mot 100 millions de dollars. Ici, chaque contrat se compte en milliards de dollars. C'est une industrie qui ne ressemble à aucune autre et qui n'a peut-être aucun équivalent dans le monde. Ici, le temps suspend son vol. Il faut au moins 10 ans et 10 milliards pour lancer un nouvel avion. Il ne faut rien lâcher. C'est une course de fond. Ici, tous les coups sont permis pour remporter un marché. Ce n'est pas une concurrence comme les autres. C'est un combat très rude. Ça n'a jamais été au pays des bisounours. Ni avant, ni pendant, ni après. C'est un monde où même les chefs d'État n'hésitent pas à endosser leur costume de VRP pour remplir les carnets de commandes. De la conquête du ciel à celle du monde. Boeing, Airbus. L'histoire de deux continents qui s'affrontent depuis près d'un demi-siècle pour se partager aujourd'hui un fabuleux marché de 150 milliards de dollars. Voyage au cœur d'un duel où rien n'était écrit d'avance. « 1969. Sur la côte ouest américaine, le monde découvre le plus gros avion civil jamais construit, le Boeing 747. Il peut transporter jusqu'à 600 passagers. Il va faire la fortune du géant de Seattle pendant près de 50 ans en lui assurant une suprématie sans partage. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le ciel appartient à l'Amérique. 3 compagnies dominent le marché du transport aérien. McDonnell Douglas, Lockheed et le numéro 1 Boeing. À l'époque, son best-seller, le 707, est le premier avion capable de traverser l'Atlantique d'une seule traite. La mondialisation est en marche. Boeing, c'est l'Amérique. Le premier avion de tourisme, les forteresses volantes de la Seconde Guerre mondiale, les B-52 et leurs tonnes de bombes déversées sur le Vietnam. L'avion des présidents américains, Air Force One, aujourd'hui comme hier, a toujours été un Boeing. Même le général de Gaulle, lorsqu'il doit traverser l'Atlantique, n'a pas le choix. Il voyage à bord d'un Boeing 707 baptisé, pour ne pas perdre la face, Château de Versailles. Mais le monde change. Déjà près de 400 millions de voyageurs prennent l'avion. L'Europe, après le charbon et l'acier, se cherche un grand dessein industriel. Il s'agissait aussi de savoir si l'Europe allait pouvoir tout simplement exister dans la révolution des transports aériens qui avait commencé à prendre son essor au début des années 60 avec l'arrivée des premiers avions à réaction de transport à long ou à très long rayon d'action. Les industriels européens qui ont eu quelques aventures nationales de faible ampleur ont soit le choix de devenir des sous-traitants des États-Unis, de l'industrie américaine, soit de s'unir entre eux pour des programmes qui répondent au marché. Pour résister à l'hégémonie américaine, l'Union européenne fait la force. La France et l'Allemagne s'associent pour un projet improbable. Réunir tout leur savoir-faire pour concevoir un avion capable de rivaliser avec les Américains. Nom de code, Airbus. Ce n'était pas une stratégie de développement, c'était une posture de défense. Ils défendaient leurs biens. Toutes les compagnies d'Airbus avaient des programmes commerciaux, et tous ont été progressivement détruits par la puissance des États-Unis. Pour gagner ce pari, tout le monde s'y met. Chaque État à l'initiative de ce projet doit y apporter sa contribution pierre par pierre. Dans cet audacieux mécano, tout le monde s'y retrouve. Les ailes en Angleterre, la queue en Hollande, le fuselage en Allemagne et l'assemblage final à Toulouse. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Outre-Atlantique, Boeing ricane. La première
attitude qu'a Boeing dans les premiers temps d'Airbus, je dirais, c'est l'arrogance. Je veux dire par là, oh, mais ces Européens, Français, Anglais, Allemands, faire un avion ensemble, techniquement, ça ne va pas marcher, ça va être un chameau. Il y en a qui calculent en pouces, il y en a qui calculent en centimètres. Ils ont oublié une chose, c'est qu'on avait fait Concorde et qu'on est allé au bout avec les Anglais. Les ingénieurs d'Airbus décident d'attaquer Boeing sur le marché des moyens courriers. Ce nouvel avion européen est baptisé A300. Contrairement à Boeing, il est capable de transporter 300 passagers avec 2 réacteurs, quand la concurrence en utilise 3 ou 4. Lors du premier roulage Airbus, avant le premier vol, j'étais aux commandes et on a roulé face aux Concorde. Devant les autorités, les hommes politiques, la terre entière était là. Et puis toute l'aérospatiale. Et donc on roule face aux Concorde. C'était nous quand même le premier vol, enfin à la veille du premier vol, le Concorde volait déjà. Et à la fin du flonflon, quand on a mis le frein de parking, on a vu toute la foule qui se dirigeait vers le Concorde. Alors on était plutôt déçus, et je suis sorti sur l'échelle, et le directeur d'usine, qui était un ami à moi, Bernard Dufour, est venu me trouver et m'a dit « Bernard, qu'est-ce qu'on va faire avec ta grosse vache ?» Reste maintenant à transformer cette grosse vache en une vache à lait pour les 4 États européens qui ont financé cette aventure à fond perdu. Le défi est d'autant plus difficile à relever que la concurrence plane de succès en succès. Le Boeing 747 est en service depuis 2 ans. Il fascine toutes les compagnies aériennes, y compris en Europe. Air France est même l'une des premières à acquérir le très gros porteur de Boeing. En ce début des années 70, Airbus ne pèse pas lourd aux yeux de Boeing, bien trop occupé sur un autre front, américain celui-ci. Boeing était beaucoup plus préoccupé par la bataille que se livraient Douglas et Lockheed sur le marché des trimoteurs. Alors ils se sont dit, ne nous mêlons surtout pas de ça. De toute manière, il y aura un gagnant et un perdant, et cela ne peut que nous arranger. Quant à la 300, il marchera peut-être, et si c'est le cas, nous ferons mieux. Je pense que l'A300 avait un bel avenir devant lui et que Boeing ne l'a pas suffisamment pris au sérieux. Et quand, après les essais en vol de l'A300, quand l'A300 était certifié, on n'avait plus rien à faire. Et j'ai décidé à l'époque, avec l'accord bien sûr de Béteille, d'aller faire les vendeurs. Et donc on s'est baladé dans le monde entier. Et à partir de ce moment-là, on a baladé l'avion, on l'a amené en Amérique du Sud, au salon de Sao Paulo. On a fait beaucoup de choses. Et on a rencontré les compagnies aériennes. Et curieusement, on était plus crus des compagnies aériennes parce qu'on était des ingénieurs, des pilotes, qu'un commerçant qui, a priori, vend sa camelote. Nous, on ne vendait pas la camelote, on disait que notre avion était le meilleur, et qu'on expliquait pourquoi. Le continent américain est la chasse gardée de Boeing. Airbus choisit des chemins de traverse. Il mise sur l'Inde et l'Asie pour ses premières campagnes commerciales. Cette stratégie se révélera payante lorsque ces pays émergeront. Les carnets de commandes restent désespérément vides. Même les transporteurs européens hésitent à s'engager. En 1974, Airbus n'a vendu que 4 appareils. L'ambition européenne a pris un sérieux coup dans l'aile. Il faut reconnaître que l'aviation européenne avait très mauvaise réputation. Très mauvaise réputation parce qu'il n'y avait pas d'après-vente. L'après-vente, on ne savait pas ce que c'était. Et dans les calculs financiers que l'on faisait sur l'amortissement de l'avion, on ne comptait pas un sou d'après-vente. L'après-vente, c'était payé par le client, c'est bien connu. Une page de l'histoire d'Airbus se tourne. Fini le temps des ingénieurs. Place aux capitaines d'industrie, l'œil rivé sur les marchés à conquérir et les défis à relever. Un énarque de 46 ans arrive aux commandes. Bernard Latière, un redoutable négociateur. Il a la réputation de pouvoir vendre du pétrole aux pays de l'OPEP. À peine arrivé, le nouveau patron doit sauver un contrat.
6h30, le téléphone sonne, et une voix à l'accent de gendarme alors, mais vraiment gendarme, me dit ici le service du chiffre du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur à Delhi, il a télexé pour dire que l'affaire était foutue si vous n'y allez pas tout de suite, parce que les Américains sont revenus et le Kid avait mis, je crois, 6 millions de dollars sur la table pour enlever le coup. Bon, j'ai aussi fait venir Béteille à Paris et 36 heures après, on était là-bas. Alors j'ai eu 2 coups de chance. Le premier, c'était de pouvoir dire au maréchal Lal, écoutez, je vous remercie d'être dur comme ça avec nous, parce que vous me permettez d'être dans mon pays natal le jour de mon anniversaire. C'était vrai. C'était vrai. Et on va déjeuner dans un hôtel d'État. Et alors le hasard a voulu que la table à côté, il y avait les 15 mecs de Boeing, et la table à gauche, il y avait les 18 mecs de Lockheed. Et lorsqu'à la fin du déjeuner, ils ont vu arriver un gâteau d'anniversaire et le staff d'Indian Airlines se lever en chantant « Happy birthday to you, Bonnard », ils ont dit « ça sent le roussi ». Mais Airbus n'a toujours pas résolu son problème numéro 1, doubler Boeing sur son territoire. Il fallait conquérir le monde. Et conquérir le monde, ça passe par les États-Unis. Il fallait surclasser, comme on dit, en passant de la classe éco à la première. Il fallait surclasser Boeing. C'est-à-dire que si Boeing envoyait pour la dernière visite son directeur commercial, c'est ce qu'il faisait normalement. C'était d'ailleurs son boulot. Airbus Industrial a envoyé le président. Pour forcer la porte du continent américain, Airbus tente un coup de poker. L'ancien astronaute Frank Borman, devenu PDG de la compagnie Eastern Airlines, doit renouveler sa flotte vieillissante. Bernard Latière lui fait une proposition qui ne se refuse pas. Ça devait m'avenir du fait que mon père était concessionnaire d'automobile. Vous savez, on vous prête la Rolls pour le week-end et puis vous l'achetez le lundi, quoi. J'ai failli être foutu à la porte par le conseil de surveillance. D'ailleurs, on leur a prêté 4 avions pour 6 mois gratuitement. Ce qui était prendre un risque énorme parce qu'on leur prêtait des avions neufs. Et quand ils ont volé, ça ne vaut pas le même prix. Hein. Ça tournait autour de 150 à 200 millions de dollars, le risque qu'on prenait. Mais je savais que lui, de son côté, il en prenait un parce qu'il fallait qu'il forme une centaine d'équipages. This is one of the most unusual sights you'll ever see. The colors of an American airline on an airplane not built in America. Entre Airbus et Boeing, la guerre vient de commencer. Aux États-Unis, les représailles ne se font pas attendre. Immédiatement, Airbus fait l'objet d'une violente campagne de dénigrement. Les autorités sanitaires américaines entrent dans la danse. Ils ont mis les avions au sol parce que les hôtesses de l'air avaient des boutons. Elles prenaient des boutons dans l'Airbus, des boutons sur la figure. Mais d'où venait-il? Qu'est-ce qui pouvait bien provoquer ça dans l'A300? Je suis parti avec un médecin d'Air France qui est venu avec moi et qui très vite a vu le poteau rose. Les gilets de sauvetage qu'Eastern avait mis avaient de la peinture rouge et les hôtesses enfilaient le gilet pour faire la démonstration. Elles attrapaient des boutons. Nous avons compris que l'A300 n'y était pour rien. Mais c'est bel et bien dans l'A300 que c'est arrivé. Le conflit se transporte à Washington, au Congrès américain. Les parlementaires dressent un violent réquisitoire contre Airbus. L'affrontement entre les deux constructeurs vient de prendre une nouvelle dimension, politique. Je déplore simplement qu'une de nos compagnies aériennes ait seul privilège d'utiliser 4 Airbus gratuitement pendant une période de 6 mois. Ceci constitue une aide financière déloyale vis-à-vis de la concurrence. Malgré la pression du Congrès, Frank Borman persiste et signe. Il achète ferme 32 Airbus A300. Nous sommes contents des moteurs, des composants et de tous les systèmes. Nous souhaitons en acheter d'autres car nous sommes persuadés que c'est l'avion qui sera le plus demandé dans sa catégorie jusqu'à la fin du siècle. Les avions ont été bradés. Eastern Airlines, qui était au bord de la faillite, les a obtenus pour presque rien. Airbus n'a pas cherché à gagner de l'argent sur cette opération.
C'était une vente à perte. Et c'était surtout la première référence américaine. Et les Japonais qui ne nous parlaient même pas, parce qu'ils ne recevaient pas, ont commencé à ouvrir la porte. Et on a eu deux contrats qui ont suivi au Japon, les gens nous disant tranquillement, si vous n'avez pas eu de référence américaine. Cette fois-ci, c'est au tour de Boeing de faire une crise d'urticaire. Dans les bureaux de Seattle, ses ingénieurs planchent sur un nouveau projet, un Airbus Killer. Le 26 septembre 1981, le Boeing 767 pointe son nez. La ressemblance avec l'Airbus A300 est troublante. Le rapport de force a changé. Désormais, les deux constructeurs s'observent et se copient. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et surtout, ne jamais prendre les concurrents à la légère. A-t-on été arrogant? Sans doute. Et une partie de mon travail, lorsque j'ai pris la direction de Boeing, a consisté à les secouer et à leur dire « Vous ne pouvez pas rester sur vos acquis, réveillez-vous, innovez ». Airbus rend coup pour coup. Au 767, il oppose un nouvel appareil, l'A310. Leur compétition ressemble maintenant à une partie de ping-pong dans laquelle chacun veut prendre l'avantage. Comme nous allons continuer de vendre, comme de surcroît nous avons lancé un nouveau modèle de 310 dont nous avons déjà placé une soixantaine d'avions et en Europe et auprès d'une grande compagnie américaine, Eastern, qui a des options, cela veut dire que pour la première fois, je crois, dans l'histoire européenne depuis l'âge du jet, on va atteindre une entreprise de dimension de taille américaine et pas de la taille artisanale qui était jusqu'à présent la taille européenne. Fantasme ou prémonition, au salon du Bourget, les dirigeants d'Airbus se sentent pousser des ailes. Bien, en ce qui concerne le concurrent américain, le 767, il est très clair que nous avons réussi à vendre l'Airbus 310 contre le 767 dans des compagnies qui ne sauraient en aucun cas être suspectées de préférences européennes. Donc, eh bien, dans les 10 ou 15 années à venir, il y aura bagarre. La bagarre devient une guerre totale le 14 février 1987. Lorsque ce jour-là, Toulouse attire tous les regards. Pour la première fois, Airbus vole la vedette à Boeing. 2000 invités, des chefs de gouvernement, mais aussi 36 compagnies clientes assistent à une cérémonie hors du commun. Tel une rockstar, le nouveau moyen courrier d'Airbus, l'A320, fait son entrée en scène. Jean Pierson, nouveau patron d'Airbus, a le privilège d'accompagner Lady Di, marraine de l'appareil, au cours d'une mise en scène à faire pâlir d'envie Boeing. Au même moment, Washington ouvre les hostilités. La Maison-Blanche menace l'Europe de sanctions financières si les gouvernements français et allemands continuent à subventionner Airbus. Airbus est un succès et poursuivra. Et il n'y a pas de bataille, il y a une agression, ou une éventuelle agression américaine, totalement infondée, sur des arguments de parfaite mauvaise foi, et qui ne sont pas de nature à influencer le moins du monde, les Européens en général, les Français en particulier, car ils n'ont à cet égard aucun complexe. Les avances remboursables que nous donnons à notre industrie sont peu de choses, à côté des aides considérables, publiques, qu'au titre des programmes militaires, les Américains donnent à leur industrie aéronautique civile. Au cœur de ce conflit s'affrontent deux visions de l'économie de marché. Mais avec de part et d'autre, un même objectif. Soutenir une industrie nationale et souveraine, la construction aéronautique. Je pense que la différence majeure entre Airbus et nous, c'est que lorsque nous lançons un nouvel avion, c'est Boeing qui investit. Nous le payons intégralement. Du point de vue américain, l'aide qu'a reçue Airbus à ses débuts a permis d'écarter beaucoup de risques liés à ce secteur. Au lieu d'emprunter de l'argent ou de puiser dans nos fonds propres pour le financer, comme le font les constructeurs américains, Airbus a reçu l'argent directement du gouvernement. C'était un prêt remboursable, mais seulement en cas de succès commercial. Donc, du point de vue américain, c'était l'option risque zéro.
Mobilisé par son combat contre l'Union soviétique, Ronald Reagan ne va pas plus loin dans ses menaces. Le président américain ne peut pas se mettre l'Europe à dos. Paradoxalement, à cette époque, Boeing ne rencontrait aucune difficulté. Il bénéficiait des commandes militaires de Reagan. Aux yeux de Boeing, comme de ceux du gouvernement américain, c'était un avertissement. Après ce tir de sommation, des négociations s'engagent. En 1992, Européens et Américains finissent par s'entendre sur le financement de leur industrie. Cet accord sur l'industrie aéronautique avait une grande importance pour l'Europe parce qu'il légitimait les subventions dont bénéficiait Airbus. Du côté américain, l'accord stipulait que Boeing ne pouvait pas bénéficier de la part du ministère de la Défense ou de la NASA d'aides supérieures à 6% des coûts de développement. C'est un accord qui est toujours valable aujourd'hui. La trêve est de courte durée. Moins d'un an après les accords de 1992, Bill Clinton, fraîchement élu à la Maison-Blanche, se rend chez Boeing. Dans un discours d'une rare violence, il dénonce les avances remboursables dont bénéficie Airbus. Other nations follow targeted strategies of partnerships to pierce markets which you had dominated under a free market system, but with which you could not compete if Europe subsidized Airbus to the tune of $26 billion, for example. And we can't begin by giving up on the production of aircraft, which is what we have come dangerously close to doing by sitting by and letting our competitors do things that we did not do to meet the competition. Sans état d'âme, Bill Clinton vient de remettre en cause l'accord passé entre les États-Unis et l'Europe. Mieux, il porte plainte contre Airbus pour concurrence déloyale. C'est désormais à l'Organisation mondiale du commerce de trancher le litige. En réalité, il s'agit d'un coup de billard à trois bandes. Boeing venait d'annoncer d'importants licenciements qui, à mon sens, étaient liés à la crise que traversait le transport aérien. Clinton a utilisé cette situation pour s'en prendre aux Européens et déclarer que les difficultés de Boeing étaient liées à une concurrence déloyale de l'Europe. On prend les mêmes et on recommence. Les arguments des uns et des autres ne varient guère sur la question. Les subventions américaines sont incontestables. Nous avons estimé, nous ne sommes pas sûrs d'être arrivés, je dirais, au bout du calcul, sans prendre en compte ce que j'appellerais les bénéfices d'un fantastique marché militaire intérieur. Nous arrivons, ces 10 dernières années, à 23 milliards de dollars. Ce lien entre nos activités civiles et militaires fait partie de l'ADN de Boeing. Le premier contrat qu'a remporté Bill Boeing était pour construire un avion destiné à entraîner la marine américaine. Tout au long de notre histoire, cette combinaison du civil et du militaire nous a permis de faire face aux crises cycliques que traverse l'industrie aéronautique. Après avoir joué un rôle majeur pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons inventé l'aviation moderne. Avec de nouveaux avions comme nos bombardiers B-47 ou B-52, de nouvelles ailes et l'utilisation de moteurs à réaction qui ont abouti à la naissance d'une nouvelle génération d'avions commerciaux. N'oublions pas que l'intervention des gouvernements dans l'industrie aérospatiale, que ça vous plaise ou non, est une chose courante partout dans le monde. C'est le cas en Russie, en Chine, en Europe, tout comme aux États-Unis. Ils ont juste différentes formes de soutien gouvernementaux. À mon avis, nous pourrions dépenser notre argent autrement mieux qu'auprès d'avocats de part et d'autre de l'Atlantique. Mais s'il faut le faire, je suis prêt à continuer pendant encore quelques rounds. Pendant les affaires continuent. L'A320 séduit un nombre croissant de compagnies aériennes par sa modernité. Pour la première fois, le constructeur européen fait la différence non pas sur les ristournes qu'il peut offrir, mais sur ses avancées technologiques.
Mais c'est ça la grande innovation qu'Airbus a apportée à travers l'A320, qui a d'un seul coup ringardisé les avions qui n'offraient pas ces systèmes experts permettant d'assurer que l'avion restait en permanence dans son domaine de vol, indépendamment même du comportement des pilotes. Le succès de l'A320 ouvre un nouvel horizon à Airbus. La perspective de dépasser un jour Boeing. 2 décennies après sa création, le constructeur européen est devenu incontournable. L'A320 marque sans aucun doute l'entrée d'Airbus dans la cour des grands. Tout est une affaire de volume. Construire une dizaine d'avions, c'est bien. Mais les construire par centaines vous permet de réduire vos coûts de fabrication. À l'époque de l'A300, c'était 1 par mois, ce qui est négligeable en termes de puissance industrielle. Lorsque vous atteignez la centaine, comme Airbus l'a fait à la fin des années 90 avec l'A320, vous avez une marge de manœuvre pour fixer vos prix qui est beaucoup plus importante. Vous êtes plus compétitif. Pour autant, Boeing est loin d'avoir perdu toute son arrogance. Réponse du berger à la bergère, il fête la sortie de son 1000e 747. Le message est clair. Vous êtes bien loin de pouvoir faire mieux que nous. Notre activité est faite de cycles longs. Le laps de temps qui s'écoule entre la décision de construire un nouvel avion et son arrivée sur le marché peut être de 5 à 10 ans. Une fois que ces produits sont introduits sur le marché, leur durée de vie peut atteindre des décennies. Nous travaillons sur le long terme et toutes les décisions que nous pouvons prendre sont capitales. Les investissements de départ sont considérables. Il ne faut pas se rater. Ce n'est qu'en faisant les bons paris ou les bons choix technologiques que l'on peut espérer avoir des bénéfices qui s'étaleront sur des décennies. Construire des avions rentables est une obsession pour Boeing comme pour Airbus. Le constructeur européen tente sa chance sur le créneau des longs courriers. Avec l'A340, il espère décrocher le pactole. Mais Boeing a un coup d'avance. Il prépare un appareil révolutionnaire de 350 places. Du sur-mesure, entièrement conçu de manière digitale et avec le concours de 8 compagnies aériennes. J'ai pu inventer un avion qui devait être plus performant qu'un A330 ou un A340. Nous sommes partis d'une feuille blanche avec la possibilité de créer un super avion. Il ne s'agissait pas de faire de ce modèle un Airbus killer, mais de proposer un avion qui réponde au mieux aux besoins des clients. C'était exaltant, et nous avons pu le faire. Mais ce n'est seulement qu'en 1992 que Boeing a décidé ce que j'appellerais la vraie compétition, c'est-à-dire, je vais lancer des bons avions. Et ils ont lancé le 777, qui est un magnifique avion, qui est un magnifique programme. Et là, c'est la vraie compétition, parce qu'à ce moment-là, vous répondez un avion par un autre avion. Mais trop gros, trop gourmand en carburant, l'A340, ce quadri-réacteur long courrier, est la première erreur stratégique d'Airbus. Dans ce cas, la sanction des clients, même les plus fidèles, est sans appel. On arrive assez vite à la conclusion que pour ce qui concerne Air France et compte tenu de son réseau, le meilleur avion pour nous dans le futur est le 777-300ER et non pas le 340-600. Et une fois que cette décision a été prise, longuement mûrie à travers une série de réunions, énormément d'études, comme ce choix s'impose pour moi à l'évidence, comme une évidence, je demande à rencontrer l'actionnaire commun d'Airbus et d'Air France, qui est le gouvernement, et je demande un rendez-vous au Premier ministre, Lionel Jospin, pour lui expliquer ce qu'est mon choix et ce que je m'apprête à annoncer. Je crois savoir que Lionel Jospin lui a dit naturellement « Je regrette votre décision, mais si vous pensez que c'est l'intérêt de la compagnie, faites-le. » Avec le recul, nous ne nous sommes pas trompés, puisqu'on est maintenant en 2015, et on voit bien que la 340-600 n'est plus produit et n'est plus vendu. Aujourd'hui,
Air France KLM a la deuxième flotte de 777 dans le monde. Air France seul a la troisième flotte de 777 dans le monde. Et savez-vous comment on appelle le 777 à l'intérieur d'Air France? Cash machine. Airbus rebondit en Asie. La mondialisation des marchés a au moins cet avantage. Elle offre plusieurs terrains de chasse où Airbus peut espérer planter ses drapeaux. Le nombre d'avions, c'est fonction de la croissance du trafic aérien. Vous n'y êtes pour rien dans le nombre d'avions commandés. C'est la croissance du marché qui fait ça. Et on voit bien que les zones Europe sont en déclin. C'est la zone asiatique qui prend la relève. Bon. Mais ce qui compte, c'est si vous avez votre produit qui est connu dans tous les pays de la zone en question, les gens, tous les pays en question vont vous commander l'avion. À la fin des années 90, Airbus a réussi à étendre sa toile sur les 5 continents. Il est présent en Chine, à Singapour, au Vietnam, en Inde, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe. Seule la Grande-Bretagne résiste. Mais un avion à 100 millions de dollars ne se vend pas comme des savonnettes. Les négociations sont longues et pleines de rebondissements. En 1996, le patron d'US Airways, Steve Wolf, un client acquis à Airbus, veut renouveler sa flotte. Jean Pierson, alors PDG d'Airbus, n'hésite pas à payer de sa personne. On me demande de venir à Washington pour rencontrer Steve Wolf et en me disant « Bon, il n'y a plus... tout est négocié, il faut faire un peu de cinéma, un chacun, et puis ça y est, c'est vendu. » Bien. Donc réunion le matin dans le bureau de Steve Wolf, on est en tête-à-tête tous les deux. Et Steve Wolf me met un papier avec 25 points. Surprise. Je vous dis pas ce que mes troupes ont entendu quand je suis ressorti, mais bon. Alors il y avait 25 points, alors je prends connaissance, et assez rapidement, je dis bon, ça, tous ces points-là, on va dire oui. Ces points-là, on va négocier un peu, mais bon, on va négocier. Et puis là, c'était les baisses de prix. Alors là, et à ce moment-là, j'étais dans une période médicalement de cure d'amaigrissement. Et je me suis levé, j'avais un costume qui n'était pas adapté à mon amaigrissement. Et je me suis levé, j'ai tombé la ceinture et j'ai dit voilà, je peux plus. Fin de négociation. Il a rigolé, il a éclaté de rire. Il a appelé sa secrétaire. J'ai eu juste le temps de remonter parce qu'il ne fallait pas... Et on a bu le champagne et c'était fait. Jamais déculottée n'a été aussi payante. 400 avions. La plus grosse commande de l'histoire de l'aviation civile. Airbus commence à se voir en haut de l'affiche. Et pourquoi pas un jour au-dessus de Boeing. Aux États-Unis, le retour de bâton ne se fait pas attendre. En 1997, Boeing dégaine l'arme financière. Il met 13 milliards de dollars sur la table pour racheter son principal concurrent, McDonnell Douglas, très présent sur le marché militaire. Phil Condit pilote l'opération. The combination of these two great companies are going to operate in the global marketplace as the Boeing company and will be the world's leading aerospace company. Avec cette fusion, il s'agissait pour nous de construire une société plus forte financièrement. L'objectif n'était pas de concurrencer Airbus ou de l'étouffer, mais de consolider notre capacité d'initiative et de résistance au marché. La Commission européenne, convaincue qu'il s'agit d'une manœuvre pour étouffer Airbus, s'invite dans la partie. La flotte aérienne dans les mains dépendants de Boeing va passer de 60 à 80% et que c'est manifestement une tentative d'étouffement d'Airbus. Ah ben nous, on est allé les emmerder un peu à Bruxelles. Sans surprise, l'Europe menace de mettre son veto à la fusion Boeing-McDonnell Douglas. La politique vient à nouveau se mêler au conflit. I'm concerned about what appear to be the reasons for the objection to the Boeing-McDonnell Douglas merger by the European Union. And I think that it would be unfortunate if we had a trade standoff with them
But we have a system for managing this through the World Trade Organization, and we have some options ourselves when actions are taken by Europe in this regard. Bruxelles exige une concession majeure de Boeing, renoncer au juteux contrat d'exclusivité passé avec quelques compagnies américaines. Boeing, en dernière minute, a proposé ou accepté le remède qu'on cherchait en vain depuis des semaines, c'est-à-dire sur le point des contrats de longue durée et d'exclusivité. Et donc je peux constater avec satisfaction que sur ce point-là, la Commission a eu gain de cause. Airbus et Boeing sont désormais seuls en piste. Mais l'avantage reste à l'avionneur américain. En cette fin de XXe siècle, Boeing pèse 58 milliards de dollars, quand Airbus annonce un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards. Paradoxe de l'histoire, en 1999, Airbus annonce pour la première fois avoir vendu plus d'avions civils que Boeing. Face aux États-Unis, l'Europe riposte. Pour peser dans la balance, elle exige de ses industries aéronautiques civiles et militaires qu'elles se regroupent elles aussi. S'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des hélicoptères, s'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des lanceurs spatiaux, des satellites et autres, nous serons de cela. La société EADS regroupe désormais les activités aéronautiques d'Airbus, du fabricant de missiles Matra, de la fusée Ariane et de l'allemand DASA, constructeur de l'avion de chasse européen Eurofighter. Signe de l'enjeu de cet accord, il est ratifié par les chefs de gouvernement français et allemands en personne. Ce nouveau conglomérat pèse 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit moitié moins que Boeing. À l'occasion de son baptême, EADS s'offre un joli cadeau, le lancement du plus gros avion jamais imaginé. Nom de code A3XX, plus connu aujourd'hui sous le nom d'A380. Capacité jusqu'à 800 passagers. L'investissement nécessaire est à la hauteur du gigantisme de ce projet, 11 milliards d'euros. Objectif ? Tailler en pièces le monopole du Boeing 747. De son côté, le constructeur américain fait un autre pari, le Dreamliner, son nouvel avion de 200 à 300 places, entièrement construit en matériaux composites, donc plus léger et moins gourmand. Nous avons une analyse qui est basée sur l'expérience et l'évolution de nos ventes, qui fait que nous pensons que les très gros porteurs, 747-8 à 380, ont un marché limité dans les 20 ans qui viennent de 540 avions. 540 avions sur 38 000 qui seront vendus. C'est donc un marché peu important. Dans 20 ans, on aura plus d'une centaine de villes qui seront des mégacités. Et il faudra bien les alimenter avec des avions plus gros. La Chine, par exemple, va exploser dans son trafic international et vous verrez que l'A380 la trouvera toute sa place. Entre Airbus et Boeing, c'est une histoire d'ADN. L'Européen est un joueur de poker, il aime les risques. L'Américain est un investisseur prudent, soucieux de ses actionnaires. Imaginez un match de football entre l'Europe et les États-Unis. L'une des équipes se présente en short avec une balle ronde et un filet et prétend frapper la balle uniquement avec les pieds. L'autre équipe arrive avec des casques, des épaulières et une drôle de balle et vous explique qu'il faut la lancer et la rattraper. Chaque équipe est convaincue que ces règles sont les bonnes. Au début des années 2000, la bataille change de front. L'arrivée sur le marché des compagnies low cost et celle du Golfe, qui n'hésitent pas à acheter des avions par centaines, marque un tournant dans l'histoire de l'aviation. Après le règne des ingénieurs, puis le temps des capitaines d'industrie, voici l'époque du client roi. Vous pouvez construire autant d'avions que vous le souhaitez, mais vous avez besoin de clients comme moi pour vendre ces avions et pour produire encore plus d'avions. Mais si vous n'avez pas d'acheteurs, c'est inutile de construire des nouveaux avions. La personne clé de toute cette chaîne est le client. Dans cette nouvelle ère, si le client est roi, le vendeur devient prince. Le pouvoir est passé entre leurs mains. Ce sont eux qui font le chiffre d'affaires, à l'image de John Leahy, grand Manitou des ventes d'Airbus.
200 jours par an, il prospecte à travers le monde. En Inde, il tente de placer le futur A380. Tu sais, il y a plus d'1 milliard de personnes en Inde à l'heure actuelle. Et la classe moyenne ici est plus importante qu'en Europe ou aux États-Unis. Sa cible, 15 millions de voyageurs coincés dans les trains durant 2 jours, quand ils pourraient passer seulement 2 heures en avion. Mon business, c'est de transporter des passagers, et si vous pouvez rendre cela plus efficace, à un coût inférieur, je pense que c'est plus intéressant qu'un avion plus petit. Et vous cherchez les mêmes tarifs que ceux du train? Eh bien, actuellement, au moins 30% des sièges sur chaque vol me reviennent au prix du train, voire en dessous. Eh bien, nous avons l'avion, vous avez le marché, à vous de jouer. Un gars qui vous démarrez, vous êtes pris dans le jeu, hein, vous êtes pris dans le jeu. Et puis chaque campagne commerciale est un jeu. C'est qui ne gagne pas perd. Mais on est dans la lutte à mort, tout est existentiel, et ça l'est d'autant plus qu'il y a toujours la perspective de pouvoir livrer une bataille décisive. Et s'il est une bataille décisive, c'est bien celle qu'Airbus et Boeing se livrent au début des années 2000 sur un autre marché, celui de l'aviation militaire. L'une des raisons pour laquelle nous avons fusionné avec McDonnell Douglas était de renforcer nos capacités dans le domaine militaire, en complément de l'aviation civile. L'objectif étant d'équilibrer ces deux secteurs. Ce fut une excellente décision car après le 11 septembre, l'aviation civile a traversé une crise sans précédent et nos activités militaires nous ont permis d'y faire face. Après le 11 septembre, l'armée américaine doit impérativement renouveler sa flotte d'avions ravitailleurs. Ces appareils permettent aux chasseurs de refaire le plein en cours de mission. Boeing est bien entendu sur les rangs, mais Airbus joue les troubles faits et s'invite à l'appel d'offres. Dans l'histoire des avions ravitailleurs, il y avait une concurrence entre le ravitailleur Airbus, basé sur le fuselage de l'A330, qui était un excellent avion, et celui de Boeing, basé sur le 767, qui était déjà un avion obsolète. C'est un contrat sans équivalent. 179 appareils pour 35 milliards de dollars. Le feuilleton va durer près de 10 ans et impliquer plusieurs présidents de part et d'autre de l'Atlantique. Dans un premier temps, en 2003, l'appel d'offres est remporté sans surprise par Boeing. Mais il est cassé pour cause de corruption. Une responsable des achats de l'administration américaine a accepté de favoriser Boeing en échange d'un emploi chez l'avionneur américain. Airbus repart à l'attaque. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'associe avec l'équipementier américain Northrop Grumman et propose d'assembler les futurs avions ravitailleurs aux États-Unis. Le verdict tombe au mois de février 2008. Good afternoon. Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the development and procurement of up to 179 new KC-45A tanker aircraft is awarded to Northrop Grumman Corporation. Airbus gagnant aux États-Unis. La Chambre des représentants ne l'entend pas de cette oreille. And you can't take this pig and put a flag on it and say it's an American airplane. It's not an American airplane. There is no justification that I have heard yet for what happened. Switching this thing in the middle, going away from the mid-sized tanker to a great big tanker, that's this going to be more expensive, and the risk of building this thing is huge. L'armée américaine se devait de choisir le meilleur avion. Et c'était l'Airbus. C'est pour ça qu'ils ont choisi l'Airbus. Mais le Congrès américain, qui finance l'armée, leur a dit « Si vous voulez de l'argent des contribuables américains, vous ne pouvez pas acheter l'avion ravitailleur d'Airbus. Nous ne vous le permettrons pas. » À Washington, les parlementaires réussissent 6 mois plus tard à faire requalifier l'appel d'offres et à le reporter après les élections présidentielles. La victoire d'Airbus a été de courte durée.
L'élection de Barack Obama redistribue les cartes. La logique politique reprend ses droits. I think we structured a competition that was fair, that was based on a variety of factors, including price, including warfighting capabilities, including life cycle costs, and Boeing was the clear winner of that process. Airbus et Northrop Grumman étaient à 100% républicains depuis les moteurs jusqu'à l'usine. Boeing était à 100% démocrate. Les moteurs venaient du Connecticut, purement démocrate. Les avions de Seattle, qui est évidemment un fief démocrate. En 2008, les démocrates ont balayé les républicains. Et c'est probablement le seul et unique facteur qui a provoqué ce brusque revirement. Il fallait absolument que cet avion soit politiquement correct. L'Europe rue dans les brancards. Ce sont des méthodes qui ne sont pas bonnes à l'endroit des alliés européens des États-Unis, et ce sont des méthodes qui ne sont pas bonnes pour les États-Unis, qui est une grande nation, leader, avec laquelle nous sommes proches et amis, qui lutte contre le protectionnisme, et s'ils veulent être entendus dans la lutte contre le protectionnisme, qui ne donne pas l'exemple du protectionnisme. Ce contrat-là avait été gagné value for money, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Bon. Et je pense que ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a des gens qui ont estimé, et le Congrès américain, comme vous le savez, a la main sur les cordons de la bourse, que ça n'était pas présentable à l'opinion américaine, que l'armée américaine, qui se fournit chez Sodexo pour ce qui est du ravitaillement des casernes, qui est une grande entreprise française mondiale, et ils ont probablement trouvé que ça allait trop loin pour ce qui concernait les avions ravitailleurs. C'était Boeing contre Airbus. Et j'ai toujours dit à mes collègues, quand ils se plaignaient de Boeing qui bataillait dur et tirait toutes les ficelles politiques possibles, que ferions-nous s'il y avait un énorme contrat à gagner en Europe et que Boeing, avec un produit fort, tentait de pénétrer notre marché? Nous ferions tout, évidemment, pour gagner cette bataille. Il y a eu un appel d'offres. Cet appel d'offres, il était réel, il était intéressant, il était ouvert. La France est en train de s'équiper d'avions ravitailleurs. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. En perdant le contrat des avions ravitailleurs, Airbus a réalisé qu'il devait jouer le jeu différemment aux États-Unis. Il avait besoin de plus de soutien et de s'intégrer plus profondément aux USA. Utiliser les investissements prévus pour les avions ravitailleurs au profit d'une ligne d'assemblage de l'A320 en Alabama est un véritable pied de nez à l'histoire. 12 ans après le début de l'affaire des avions ravitailleurs, Airbus réussit enfin à devenir américain. Aujourd'hui, Airbus comme Boeing ont troqué leur nationalité d'origine contre une identité globale. Leur marché est mondial. Leurs usines sont appelées à suivre le même chemin. Est-ce que Tianjin et Mobile font partie de notre stratégie d'internationalisation? Oui. 10 ans auparavant, nous n'avions rien de tout ça. Il a fallu 10 ans pour se décider pour Tianjin. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une ligne d'assemblage à Mobile. Mais nous avions déjà eu des centres d'ingénierie et de gros contrats d'approvisionnement dans ces pays. Nous avons procédé étape par étape pour étendre notre empreinte internationale et industrielle. Boeing intervient dans le monde entier. Nous avons des dizaines de milliers de fournisseurs, certains aux États-Unis, beaucoup en Europe et en Asie. Nous travaillons tous dans une industrie mondialisée. Il faut être réaliste sur cette concurrence entre Boeing et Airbus. C'est de toute façon un duopole. À présent, les deux avionneurs se partagent la planète. Ils sont partout, parfois au même endroit. Ils se partagent les mêmes fournisseurs, les mêmes motoristes, les mêmes clients. Ils règnent sur un marché mondial dans une économie globalisée. Et quelle est la conséquence de ce duopole? Pas de réelle innovation. Les avions se ressemblent. Les années, les décennies passent et ils sont tous pareils. Ce sont toujours des tubes avec des ailes. Pas d'ailes volantes, ni aucun autre engin volant, pas de capsule amovible. Il n'y a plus du tout d'innovation. La concurrence est bénéfique pour tout le monde.
Les avions qui volent aujourd'hui sont beaucoup plus performants que jamais et nous en bénéficions tous. Mais qu'on le veuille ou non, savoir qui détient la plus grosse part du gâteau est une question capitale. C'est pour cela que ces pays vont continuer à s'affronter. Mais vous savez, cette concurrence acharnée au quotidien entre Boeing et Airbus est saine pour le marché, mais aussi pour les deux groupes. C'est la meilleure façon de nous protéger de l'entrée de nouveaux acteurs. Les Chinois, les Canadiens, les Brésiliens, les Russes. Airbus-Boeing. Leur intérêt commun est tout simplement colossal. Pour sanctuariser un pactole de 3 000 milliards de dollars, le montant des commandes d'avions pour les 30 prochaines années, les adversaires d'hier sont devenus les meilleurs ennemis du monde.